Venez vous installer. Merci d'avoir accepté de participer ce matin à ce grand débat pour le bien de notre industrie en France. Alors nous allons l'organiser, voilà, organisez-vous déjà avec l'eau sur scène. Nous allons organiser ce débat en trois parties. Déjà, un premier parti sur les grands enjeux stratégiques et les leviers pour décarboner l'industrie. Comment vous pouvez accompagner nos industriels. Une seconde partie, peut-être pour voir comment donner de la visibilité aux industriels, mais aussi aux producteurs d'énergie, pour s'engager dans de nouvelles capacités. Et en même temps, nous allons évoquer donc le prix de l'énergie. Et puis, on fera une troisième partie autour de l'innovation, peut-être des innovations en rupture. Et puis, si on a le temps, je serais ravie de prendre quelques questions dans la salle. Luc Rémont, alors, pour faire le lien avec les propos de Madame la ministre, Luc Rémont, EDF nationalisé aujourd'hui, c'est ce jour. Et bras armé de la transition énergétique, ça a été rappelé à de nombreuses reprises. Comment votre groupe EDF se prépare à ce grand défi des 30 prochaines années, même si le mur énergétique évoqué, c'est demain en fait? Alors EDF est depuis aujourd'hui avec un seul actionnaire à 100%. C'est pas tout à fait nationalisé. Ah, c'est pas compliqué, C'est un seul actionnaire à 100% qui est l'État, qui est un actionnaire avec une vision de long terme. Et donc effectivement, quand on aborde une période avec autant de défis énergétiques que ceux qu'a décrit la ministre à l'instant, il est souhaitable effectivement pour une entreprise comme la nôtre d'avoir une vision de long terme de la part de son actionnaire. Et le fait d'avoir un seul actionnaire, évidemment, voilà, permet d'avoir un alignement complet sur la vision de long terme. Donc c'est comme ça que nous abordons cette vision de long terme. Elle est faite de nombreux défis, et les défis de long terme commencent à court terme, bien sûr, par produire. Nous avons passé un hiver difficile, mais nous l'avons passé tous ensemble, sans rupture, grâce à la mobilisation de tout le monde pour raccorder au réseau, pour dépasser un problème industriel inédit par son ampleur. Pas inédit pour une entreprise industrielle, toutes les entreprises industrielles sont confrontées à des défis de cette nature, mais quand cela touche EDF, évidemment, ça prend immédiatement des proportions tout à fait visibles à l'échelle du pays, voire à l'échelle de l'Europe. Donc nous avons passé cet hiver grâce à une mobilisation de l'ensemble de la filière, de l'ensemble des collaborateurs d'EDF pour aller le plus vite possible en raccordant au réseau les centrales après réparation. Nous continuons de travailler sur ce sujet, mais nous sommes maintenant dans un stade dans lequel nous parlons d'un phénomène connu, compris, maîtrisé, et sur lequel nous continuons de travailler, mais dans un calendrier qui est beaucoup plus maîtrisé, beaucoup plus connu. Donc, merci pour cette mobilisation, et je remercie mes collègues également, parce que tout le monde s'est mobilisé. c'est ça, c'était C'était vraiment une mobilisation nationale, et je remercie aussi nos concitoyens parce qu'ils se sont mobilisés aussi, ils ont répondu à l'appel de la sobriété, et je pense que sans cela, l'hiver aurait été plus difficile. Maintenant, évidemment, il faut regarder devant, et devant, c'est effectivement un enjeu formidable d'électrification, d'augmentation des besoins électriques dans notre pays comme dans tous les pays, et il nous faut nous préparer à répondre à tout cela de façon décarbonée. Ce qui nous amène à effectivement un plan d'investissement inédit, parce qu'il faut tout à la fois proroger la capacité de production décarbonée qui existe aujourd'hui, ce qui nécessite des investissements, rendre le réseau prêt pour accueillir toute la production nouvelle, notamment toute celle qui est renouvelable, par nature plus décentralisée que celle qui existait auparavant, et puis construire de la production nouvelle, notamment nucléaire pour ce qui concerne EDF, à un rythme que nous n'avons pas connu depuis plus de 20 ans. Donc voilà les enjeux principaux. Puis j'oublie pas l'hydroélectricité aussi, parce que dans un système électrique qui est appelé à faire face à de plus en plus d'intermittences, de plus en plus d'instabilité structurelle associée à de la production qui est intermittente, mais également à des usages qui augmentent, nous avons besoin de stabilité. Nous avons besoin de facteurs équilibrants de cette production intermittente. Et parmi les facteurs équilibrants, bien sûr, il y a le caractère pilotable du parc nucléaire, mais il y a une énergie qui répond par nature à ces besoins, c'est l'énergie hydroélectrique.
Et nous sommes dans une phase dans laquelle, je pense, nous avons besoin de relancer l'investissement hydroélectrique dans notre pays. Voilà les enjeux principaux. Voilà, avec des défis aussi de changement climatique, mais on y reviendra peut-être si on a le temps. Pour l'industrie, juste précisément pour répondre à cette question de la réindustrialisation et de décarboner l'industrie, comment vous allez accompagner les bassins industriels justement à décarboner encore davantage ? Alors, il se trouve que ça a été mon métier pendant 10 ans, en étant plutôt du côté de l'utilisateur de l'électricité. Ça commence par comprendre vraiment le détail des procédés industriels, parce qu'on ne décarbone pas chaque procédé industriel de la même façon, et donc d'être au plus proche de nos clients, de comprendre leurs besoins, leur profil de consommation, leur mix énergétique également, et puis de pouvoir fournir des solutions adaptées à chaque type de procédé industriel. Donc nous y travaillons, je pense que mes collègues y travaillent aussi beaucoup, parce qu'il y a tellement à faire qu'en réalité c'est un travail intime avec chaque industriel pour être capable d'élaborer le chemin qui ne se fait pas en un jour, qui ne se fait pas en une seule étape, dans lequel chacun va partir d'une situation de départ dans laquelle il n'y a probablement pas assez d'électrification dans le dispositif ou pas assez d'autres sources d'énergie décarbonées. Et il s'agit ensuite de faire progresser l'ensemble des usages énergétiques d'un industriel et d'intégrer progressivement dans son procédé soit des éléments qui sont non électriques décarbonés, soit davantage d'électricité. Donc on en voit de plus en plus, bien sûr. J'en ai vu partout dans le monde dans mon métier d'avant. Et je pense que nous sommes juste à la veille d'une grande accélération. Mais c'est une stratégie de petits pas. Ce n'est pas un grand boom, c'est une stratégie de petits pas qui se fait industrie par industrie, procédé par procédé. Et évidemment, au travers de nos activités de service, par exemple, nous avons évidemment l'ambition d'être les partenaires de confiance de nos clients sur ce terrain. Donc il y a à la fois décarboner les process industriels et en même temps fournir cette énergie décarbonée et suffisamment pour ne pas avoir des problèmes d'hiver. Je résume, c'est ça. Merci. Catherine MacGregor, de votre côté, comment Engie va participer à la décarbonation de l'industrie et à quel rythme ? Parce que là, on parle d'accélération, des lois d'accélération, et l'industrie aussi a besoin d'accélérer. Comment vous allez les aider sur ce sujet ? Voilà, donc bonjour à tous. L'industrie, elle est responsable aujourd'hui d'à peu près de 20% des émissions de CO2 en France. Donc, c'est vraiment un sujet très important auquel il nous faut répondre collectivement. Donc, Engie, peut-être deux aspects. D'abord, effectivement, contribuer au développement de ce système énergétique décarboné, résilient et abordable. Et pour ça, effectivement, contribuer à l'électrification, donc développer des énergies renouvelables massivement, aux côtés de ce que Luc fait sur le nucléaire, puisque nous ne développons pas de nouveau nucléaire chez Engie, mais massivement développer les énergies renouvelables, auxquelles il faut quand même également associer des actifs que nous appelons flexibles, qui vont pouvoir compléter l'intermittence des renouvelables pour produire cette énergie. Sur les moments de tension de pointe, notamment. Et donc, par exemple, c'est quoi ? Ce sont des centrales à gaz qu'on va décarboner et qui vont jouer un rôle de plus en plus de cet apport de flexibilité sur le réseau. Donc, elles seront dispatchées, entre guillemets, beaucoup moins qu'avant, mais quand on en a besoin, et donc apporter ce rôle de flexibilité au réseau. Et puis évidemment les batteries aussi, les batteries électriques qui vont pouvoir compléter ces actifs renouvelables que nous sommes en train de développer. Donc système électrique décarboné, bien sûr le gaz, nous on est convaincus, chez Engie on parle beaucoup de l'alliance de l'électron et de la molécule, parce qu'on sait bien qu'il y a énormément de procédés qui ne pourront pas être électrifiés, et parce que ça coûterait trop cher, ou parce que voilà, donc il faut garder cette molécule dans le système et pour ça décarboner. Et donc tout ce qu'on fait sur le travail des gaz verts, décarbonation du gaz avec le développement du biométhane, première génération, deuxième génération, l'hydrogène bien sûr et les dérivés d'hydrogène, même si tout ça met un peu plus de temps que le biométhane qui aujourd'hui est une solution commerciale. Donc on décarbone ce système énergétique et ensuite on travaille effectivement en très grande proximité avec nos clients pour leur donner accès à ces solutions. Donc, par exemple, si je prends des actifs renouvelables, on développe des actifs renouvelables et on va associer nos clients, leur donner en fait l'électron produit par ces actifs renouvelables pour qu'ils aient, sous la forme d'un PPA, je suis sûre qu'on va beaucoup parler de PPA quand on va parler du market design, avec des PPA qui peuvent être très simples. Donc, par exemple, avec Iliad, on a signé un PPA qui est associé à une ferme solaire dans les Landes. Il y a 60 000 panneaux solaires. Et c'est cette ferme-là, avec ses moutons, parce qu'évidemment, il y a un aspect biodiversité, etc. Donc, c'est un super beau projet. Et l'Iliad va s'alimenter de ces électrons-là produits par cette ferme. On peut aussi avoir des PPA beaucoup plus compliqués, beaucoup plus structurés. Et là, il faut vraiment toute l'expertise
qu'on a chez Engie et chez d'autres, bien sûr, hein, de gestion de l'énergie pour pouvoir intégrer un certain nombre d'actifs. Ça peut être de l'hydro, ça peut être un certain nombre d'assets qui produisent de l'éolien, qui produisent du solaire, pour pouvoir offrir à des clients sur un très long terme. Par exemple, avec BASF, on a un PPA qui dure 25 ans et qui concerne plusieurs pays. Et là, c'est vraiment l'intégration d'un certain nombre d'actifs qui vont permettre à BASF de se fournir en électricité renouvelable avec un partenaire tel qu'Engie. Et bien sûr, on a tous les produits entre les deux. Donc, une certaine sophistication dans la fourniture des PPA qui est très importante et qui permet de répondre à ce besoin de visibilité, de décarbonation dont les clients ont besoin, dont les clients industriels. Et puis, on commence à avoir la même chose d'ailleurs sur le gaz. Donc, aujourd'hui, on a signé récemment avec Arkema, par exemple, un BPA, donc un Biomethane Purchase Agreement, qui permet à Arkema d'avoir une visibilité de production de fourniture de gaz vert sur une durée assez importante, parce qu'ils ne peuvent pas se passer de gaz pour leur process, et nous, on leur fournit du gaz décarboné. Et enfin, troisième axe, troisième pilier, c'est effectivement ce travail qu'on fait là en très grande proximité avec nos clients, où là, on est vraiment sur du sur-mesure, où on travaille avec nos clients sur des solutions d'efficacité énergétique d'une part, et puis aussi des solutions de production d'utilité sur site, bien sûr décarbonées, donc ça peut être du solaire, ça peut être du chaud, là on va parler de la chaleur décarbonée. Et l'avantage quand vous travaillez avec un groupe comme Engie, un groupe industriel, c'est que vous pouvez passer à l'échelle assez rapidement. Donc on a par exemple un très beau partenariat avec Forvia, anciennement Forestia, où on va développer des solutions et ensuite les développer à l'échelle sur 50 sites, par exemple, à travers le monde, en France notamment, mais pas que. Et donc, ça va leur permettre de décarboner et donc d'aller beaucoup plus vite, parce qu'il y a un sujet quand même de vitesse et de Exactement, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Ouais, c'est le rythme que vous allez vous imposer. Vous êtes sur la bonne trajectoire ou vous avez besoin encore on accélère, on investit beaucoup. On a un plan d'investissement entre 22 et 25 milliards sur les 3 ans en investissement de croissance. On a des objectifs de développement de capacité renouvelable à 80 gigawatts à 2030. Donc, pour l'instant, tout va bien, mais c'est vrai que ça demande une mobilisation intense. Mobilisation intense, voilà, pour accompagner les industriels, les sites industriels qui vont changer de paysage ailleurs. On va voir des sites un peu nouveaux. Alors, de votre côté, Patrick Pouyanné, Total Energy a une responsabilité importante pour décarboner ces sites industriels en France. C'est un défi majeur, mais il faut bien prioriser. Par quoi allez-vous commencer pour faire face à ce défi? Et je reprends l'expression de ce mur énergétique. Bien, bonjour à tous, ravi d'être avec vous. La France a la chance d'avoir 3 leaders de l'énergie, donc je pense qu'on est bon pour faire ensemble le chemin qui est demandé par les pouvoirs publics. D'ailleurs, je note que l'an dernier, la voix unie des 3 CEO, il ne faudra jamais l'oublier, en lançant cette tribune sur la sobriété énergétique, l'impact qu'elle a eu pour crédibiliser l'ensemble de l'action. Donc je pense que les chefs d'entreprise ont une voix. Ils sont crédibles et quand en plus ils le font ensemble, on est encore plus crédible. Donc voilà ce que je voulais dire en introduction. Bon, pour nous, évidemment, on est à la fois fournisseur d'énergie et consommateur. Alors sur le sujet de la France, mais c'est un vrai avantage parce qu'en fait, je n'arrête pas et pour moi, j'utilise effectivement nos sites industriels pour en fait développer profondément notre fourniture d'électricité décarbonée. Donc on a 10 millions de tonnes de CO2 émis par nos raffineries en gros en France en 2015. On veut en faire 4 en 2030, donc c'est moins 60%. C'est plus agressif que le plan sur la période 15-30, que le plan d'ailleurs gouvernemental. On est en ligne. Et qu'est-ce qu'on a comme levier? Le premier levier, c'est de décarboner l'électricité qu'on utilise. Donc en fait, j'ai organisé le corporate PPA sophistiqué. Je ne suis pas allé voir Catherine, je me le suis fait à moi-même, parce que bon, ici j'ai des experts. Et j'ai donc dit à mes équipes renouvelables en Europe, vous avez 3 gigawatts que vous allez développer pour notre compte. Avec, oui, c'est sophistiqué, parce qu'entre l'intermittence solaire en Espagne, il faut traverser les frontières, etc. C'est compliqué. Mais voilà, donc première chose, il y aura 2 millions de tonnes qui vont disparaître, simplement par un investissement pour nous-mêmes, et c'est un champ d'expérimentation, ça nous a permis en Espagne d'accélérer incroyablement le développement de nos énergies renouvelables pour les autres, pas que pour nous. Donc j'ai dit, tout d'un coup, mes développeurs renouvelables, ils avaient un marché, ils l'ont eu, et on fait la même chose aux États-Unis, et ça c'est le premier sujet. Donc une partie des gigawatts, on les développe, et voilà. Donc ça c'est simple. Bon, j'aurais dû dire la première partie, j'aurais dû commencer par ça, c'est l'efficacité énergétique, bien évidemment. On vient d'annoncer un plan d'1 milliard sur 2 ans pour accélérer. J'ai plein de projets. Et ça, c'est en gros un deuxième tiers. J'ai 2 millions de tonnes qui vont venir. Et c'est simplement une mobilisation de tout le monde qui fait que dans l'entreprise, en fait, les gens, maintenant, ils sont jugés sur 2 critères. Combien ils gagnent d'argent et combien ils baissent les CO2.
Il y a 2 critères équivalents dans tous les cadres. Et tout le monde regarde simultanément, bien sûr, il faut être profitable, mais la baisse du CO2 est gérée au même niveau, y compris pour moi d'ailleurs, à tous les niveaux de l'entreprise. Et à ce moment-là, quand vous dites, vous avez un critère, vous savez, les gens agissent sur les critères sur lesquels ils sont jugés. Ils sont jugés là-dessus, ils le prennent et ils trouvent des tas d'idées. Cette année, on pouvait dire que c'est épuisé l'efficacité énergétique, mais comme d'ailleurs l'énergie est chère, pour un raffineur, je peux vous dire que ça pèse sur son compte de résultats. On a trouvé 400 projets, quoi. Donc il y a toujours à gratter sur ce sujet-là, j'en suis tout à fait convaincu. 400 projets à une moyenne finalement à $50 la tonne de carbone. Par rapport à 100, on a encore de la marge, mais bon, et puis un payback qui va être de 4 ans, en gros, quand on fait les calculs. Donc c'est plutôt bien. Et puis le troisième sujet, il est plus innovant, il va consister à aller utiliser de l'hydrogène décarboné, bien évidemment, pour aller d'ailleurs, qui est une source à la fois pour nous de décarbonation de nos sources d'hydrogène, bien encore une fois, mais également de revenus, parce qu'en fait, avec les règlements européens, on peut arriver à fabriquer un carburant plus bas carbone. Alors, c'est super compliqué, hein, je peux vous dire qu'il faut des experts pour inventer des règlements pareils, mais à la fin, ce que je vois, c'est qu'on arrive à faire de l'argent. Mais on va développer cette filière qui consiste en fait à utiliser de l'hydrogène décarboné sous diverses formes, ce qui va nous permettre soit de faire de la capture de carbone, soit de faire de l'hydrogène vert. Donc j'ai un projet avec Catherine à la MED. J'ai avec Air Liquide sur le Normandie une technique plus logique qui est plutôt du carbone, mais décarboner l'hydrogène, et ça c'est les derniers 2 millions de tonnes en fait, qui est aussi une source de revenus. Donc en gros, on met en action chez nous toutes les technologies, tous les savoir-faire dont j'ai besoin pour acheter chercher des clients. Parce qu'en fait, l'ambition de Total Energy, ça ne s'arrête pas à décarboner Total Energy. C'est beaucoup plus large que ça. C'est devenir un acteur majeur, à la fois dans l'électricité renouvelable. Alors moi, je n'ai pas d'hydro, je pars de plus loin, mais ce n'est pas grave. On rattrape. Maintenant, on a 18 gigawatts d'énergie de capacité renouvelable en l'espace de 5 ans. C'est pas mal. On en a fait 6 de plus. On est sur un risque de 6 de plus par an. Alors pas qu'en France, malheureusement, parce qu'en France, ça va lentement, pour être clair. Je sais qu'il y a une loi d'accélération, mais c'est quand même pas si simple que ça. Enfin, je pense qu'on partage tous le moins de point de vue. J'espère qu'on va mettre en œuvre tous les leviers de la loi d'accélération. Simplement, ce genre de truc, ça ne se décrète pas d'en haut. Je veux dire, c'est pas parce qu'on écrit un article de loi qu'après, sur le terrain, il faut aller voir toutes les parties prenantes et convaincre tout le monde pour accélérer. Donc, alors, notre ambition, c'est bien évidemment de produire de l'électricité décarbonée électrifiée, l'électricité. Il faut, comme l'a dit Catherine, parce qu'à la fin, les clients, ils veulent quand même une électricité qui ne soit pas discontinue. Hein. C'est bien les PPA solaires, mais il y a une limite. Hein. Je veux dire, non, mais ça ne marche pas. Enfin, je veux dire, à la fin, alors on a créé dans l'entreprise ce qu'on appelle une structure qui s'appelle One B2B, qui est par secteur industriel, donc il y a des spécialistes de chaque secteur pour comprendre le process, parce qu'il n'y avait aucun moyen simplement d'arriver à disant je suis qu'à faire l'électricité, mais en fait il faut comprendre ce qu'ils ont besoin de décarboner. Donc on a maintenant 60 personnes qui sont organisées par secteur et qui nous ramènent d'ailleurs du business à qui on va vendre les diverses solutions. Le fait qu'on le fasse chez nous est une preuve, et puis ça permet d'avancer. Donc effectivement, on passe, et c'est là qu'il faut une combinaison renouvelable et centrale flexible, le mix au gaz, etc., bien sûr, ouais. Le biogaz, etc. Donc en fait, pour nous, voilà, c'est être l'acteur c'est ce qu'on fait, la décarbonation. C'est un champ d'opportunité très important, sachant que je sais bien qu'il faut dire qu'on va accélérer. La vérité, c'est que tout ça, ça prend du temps. Ça prend du temps, et deuxième temps, ça coûte de l'argent. Parce qu'il y a quand même quelque chose qu'il faut quand même qu'on fasse comprendre à tout le monde, c'est qu'à la fin, on va venir là-dessus, sans doute, l'énergie va quand même coûter un peu plus cher. Eh bien justement, venons. La même énergie décarbonée, moi, je n'ai pas encore trouvé le fil à couper le beurre pour faire de l'énergie décarbonée qui soit moins chère que celle qu'on a aujourd'hui. Alors, construire de nouvelles capacités, c'est ça, avec l'industrialisation, on va avoir des nouvelles marges de manœuvre et surtout donner de la visibilité aux industriels. Patrick Pouyanné, vous avez inauguré une usine de batteries il y a quelques jours. Que vous disent les industriels, cette réindustrialisation? Oui, mais à quel prix et à quelles conditions en termes de visibilité? D'ailleurs, l'investisseur, quand je suis dans l'usine de batterie, disait à l'autre partie de son cerveau qu'il avait un problème du coût de l'énergie. Parce qu'effectivement, une usine de batterie, c'est un gros consommateur d'énergie, et qu'entre le moment où on a décidé de faire cette usine de batterie et aujourd'hui, le coût de l'énergie en Europe, du fait de la guerre russo-ukrainienne et de la disparition du gaz russe, a fondamentalement monté. Et à mon avis, c'est quelque chose de fondamental. Donc, change un facteur de compétitivité essentiel pour l'industrie manufacturière en Europe. Il faut y avoir le choc de compétitivité qu'on subit. Et la guerre, je ne vois pas comment on pourrait revenir en Europe avec une dépendance du gaz russe, quoi qu'il se passe. Donc, il y a un choc de compétitivité. Donc, effectivement, la question, outre la volatilité, est posée maintenant. Question que tout le monde se pose. Si on veut réindustrialiser l'Europe, il va falloir trouver des moyens.
ne faut pas rêver, on ne va pas revenir à des prix aussi bas, mais en même temps, il faut arriver à surtout une forme de stabilité, parce que je pense que le plus compliqué... Moi, là-dessus, je sais qu'il y a des tas de gens très intelligents qui parlent de market design, etc. Je suis toujours très inquiet quand j'entends des tas de gens... je pense qu'il y a une seule façon de faire, qu'on connaît par ailleurs dans nos autres énergies, le gaz, hein, ça s'appelle des contrats long terme, quoi. Je veux dire, si on construit des systèmes, comme on l'a construit en Europe, totalement short term, totalement spot, alors qu'en fait, on est dépendant de l'énergie de l'extérieur, bah écoutez, à la fin, il ne faut pas s'étonner. Et puis, si on fait du spot, il faut avoir des capacités de stockage très importantes, parce qu'il faut amortir les chocs. Donc, soit on a des très fortes capacités de stockage et on saura amortir des chocs, mais le problème, c'est que l'électricité, ça ne stocke pas très bien, que le gaz, d'ailleurs, ça stocke avec des capacités limitées. Soit il faut aller introduire dans le marché une autre notion qui est des engagements long terme. Vous savez, le gaz naturel liquéfié qui a subi un choc incroyable l'an dernier, puisqu'en l'Europe payait $200 du baril équivalent, les acteurs chinois et japonais, ils n'ont pas payé $200 du baril l'année dernière. Ils ont payé en moyenne $70 du baril, le même GNL. Pourquoi? Parce qu'ils payaient moins cher, mais parce qu'ils avaient des contrats à long terme. Parce qu'ils s'étaient engagés auprès de nous sur des contrats de 15, 20, 25 ans, et que la durée a une valeur, puisqu'elle permet de lancer des investissements, et se traduit dans le prix. Et aujourd'hui, en fait, je pense que le message est ça, moi, quand on me parle de cela, c'est quelque part, il faut qu'on arrive à contractualiser à tous les niveaux entre les producteurs, favoriser l'investissement, parce qu'en fait, c'est ça dont on a besoin, et les clients vont nous servir pour lancer des projets. Donc c'est ça, pour moi, la clé, sans tout d'un coup croire qu'on va tout transformer en contrat long terme, parce qu'il y a des marchés de gros, il faut arriver... Donc il faut combiner la flexibilité de marché qui marche pas si mal, avec le long terme. Et la question, c'est la proportion. Chez Total Energy, je veux dire, on gère toute notre entreprise comme ça. En gros, on est à 70% long terme, 30% court terme. À la fin, ça fait une entreprise qui fonctionne et qui est très rentable. Donc je pense que voilà les pistes vers lesquelles j'irai. Et j'espère que les gens qui vont inventer du market design ne vont pas nous inventer des trucs 100% nationalisés, quoi. Bon, Catherine ça ne marchera pas, ça. Pardon, mais comme tu as dit que c'était rédactionnaire, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, voilà. Catherine MacGregor, alors vers quelle piste faut-il aller, ces contrats de long terme? On attend beaucoup de la refonte du marché de l'électricité en Europe, tout de même. C'est important. Que peut-on en attendre, justement? Donc, pour compléter, peut-être, il nous faut effectivement un marché de gros qui marche à l'échelle européenne, très important, hein. Le ministre l'a rappelé, marché intégré est quand même très important. C'est ça qui nous donne une certaine robustesse, résilience. L'année dernière, la France a beaucoup importé de l'électricité des pays voisins. C'était quand même important. On a également exporté du gaz. Donc, il y a quand même une vraie force à avoir un marché intégré. Et pour ça, il faut des règles communes. Parfois, on voit des pays qui ont la tentation d'avoir leurs règles nationales et d'intervenir et donc d'introduire une distorsion sur la concurrence. Nous, on pense au contraire qu'il faut un marché par exemple, unique, européen, intégré, qui marche, avec un marché du spot, effectivement, qui est important, complété par, moi j'aime bien utiliser l'expression démocratiser les PPA, parce que ce qu'on a fait, par exemple, avec BASF, honnêtement, c'est plutôt très compliqué. Aujourd'hui, les PPA sont assez compliqués à établir, et donc, effectivement, étendre ce mécanisme pour pouvoir permettre aux entreprises de contractualiser sur le long terme, ça nous paraît très important. Et peut-être que j'ajouterais quand même un complément qui est ce qu'on appelle, et pardon, c'est un peu du jargon, mais le CRM, donc les capacités, les mécanismes de rémunération de capacité. Et ça, c'est vraiment important parce qu'aujourd'hui, quand vous voulez développer, par exemple, une batterie, j'ai parlé tout à l'heure des actifs flexibles qui sont extrêmement importants pour accompagner le développement des renouvelables. Aujourd'hui, c'est très difficile de développer ces batteries juste sur la base des prix du spot, en fait. Personne ne va le faire, c'est vraiment des risques. Donc, il faut pouvoir avoir des mécanismes de rémunération capacité où, en fait, on est rémunéré pour le mérite d'exister et d'apporter ce rôle de flexibilité sur le réseau. Donc, il y a quand même des mécanismes, je pense, que le market design doit intégrer dans sa prochaine évolution, par révolution, et effectivement, essayer d'éviter des systèmes trop compliqués. PPA, long terme, très important, les CRM, les CFD aussi en option, parce que ça peut être très intéressant pour, par exemple, développer des actifs éoliens, que ce soit en particulier offshore ou onshore, et puis probablement pour Luc également. Mais vraiment, pour nous, c'est plus une idée d'avoir une boîte à outils et pas trop de prescription de ces outils, parce qu'il y a, pareil, il y a certains États qui essayent d'imposer trop d'outils. Donc nous, on pense qu'il faut une boîte à outils, un marché de gros qui fonctionne, et puis on devrait y arriver. Merci. Luc Rémond, alors avec toute cette boîte à outils, que défendez-vous, vous, auprès de l'Union européenne, si vous défendez quelque chose en particulier?
Je pense que mes collègues ont déjà dit beaucoup de choses. Donc, ce qui est clair, c'est que notre marché fonctionne bien pour la partie court terme parce qu'il permet le dispatching physique. Et on en a bénéficié pendant de nombreuses années. Des années où on exportait, mais aussi les années où on avait besoin de temps à autre, comme l'hiver dernier, de faire appel à la production disponible dans d'autres pays. Donc ce dispatching physique, il ne faut pas le mettre en danger. Je pense que c'est un actif commun, la ministre l'a dit tout à l'heure. En revanche, notre marché électrique européen, depuis 20 ans, il n'a jamais déclenché d'investissement en tant que tel, parce qu'il a toujours manqué de visibilité de long terme. Donc il nous faut créer cette visibilité de long terme. Là-dessus, je crois qu'il y a consensus européen, comme la ministre l'a dit. La formation de contrats entre producteurs et consommateurs dans toutes les économies de commodités, c'est la meilleure façon, comme Patrick l'a dit tout à l'heure, de créer de la visibilité de long terme pour le consommateur comme pour le producteur. Et l'objectif, c'est d'avoir de la visibilité de long terme pour le consommateur sur des prix les plus stables possibles et donc compétitifs, parce que plus vous tirez long, plus naturellement la formation du prix se fait sur des caractéristiques économiques propres, ne dépendent pas de la volatilité d'un marché exogène. Et donc cette formation de prix sur du très long terme, c'est l'intérêt des consommateurs. Alors oui, nous rentrons dans un cycle dans lequel il faut investir énormément pour la décarbonation. Bien sûr, ça a un effet économique à l'échelle européenne, mais en tirant long terme, on peut aussi amortir toute la volatilité dont nous sommes victimes encore aujourd'hui. Donc on parle bien de prix qui doivent atterrir par rapport au prix de pic que nous avons pu connaître au plein cœur de la crise ukrainienne. Donc, former ces prix à long terme, c'est une façon pour le consommateur, tous les consommateurs, les très gros et les petits, de voir leur prix atterrir et ne plus être victime d'une volatilité qui est dictée par des phénomènes exogènes. Pour les producteurs, c'est évidemment la façon d'avoir une forme de visibilité sur leurs revenus qui déclenche l'investissement. Et donc, au moment où nous devons investir plus que jamais dans tous les modes de production décarbonés, c'est évidemment une condition absolument indispensable à la création d'un modèle économique des investisseurs qui permettra de créer cette base qui est indispensable à la réussite de notre plan. Donc pour ce qui concerne EDF, nous sommes prêts pour ça. Nous sommes prêts à former des contrats de long terme avec l'ensemble des clients qui le souhaiteront. Je dis au passage que sous réserve que nous trouvions un cadre d'opération pour EDF qui soit évidemment équilibré dans le long terme, nous considérons les fournisseurs d'énergie et les autres investisseurs dans l'énergie comme des clients ou des partenaires. Voilà. Donc ça veut dire que nous serons capables également de considérer des contrats de long terme. Voilà. Je sais. Voilà. Donc je dis la même chose que Patrick. Je me suis exprimé sur le sujet publiquement dans une interview en disant que je considérais que des fournisseurs d'électricité peuvent parfaitement devenir le partenaire d'EDF. On n'a pas besoin d'un règlement d'État. On peut très bien rentrer dans des relations commerciales. Et je pense d'ailleurs, par rapport à la critique qu'il y a en Europe sur à quoi a servi la libéralisation, le bon argument compte, c'est qu'il n'y a pas assez eu d'investissement. Mais la bonne façon de le faire, c'est de demander aux fournisseurs d'investir eux-mêmes pour assurer une partie de leur contrat à long terme. Et donner les Donc moyens. moi, je vois une réconciliation assez forte. Honnêtement, des acteurs qui font simplement de l'achat-vente, d'abord, c'est un business super dangereux. Parce que je le pratique en partie, puisque je n'ai pas encore réussi à couvrir toute ma production. Je peux vous dire que ce n'est pas facile. Et ça n'a pas vraiment une utilité parfaite. La vraie utilité, je suis d'accord, toutes ces libéralisations ne font de sens que si à la fin, elles génèrent de l'investissement dont on a profondément besoin. On en a profondément besoin, puisqu'en fait, et c'est bien pour ça que ce n'est pas la peine d'essayer d'opposer les acteurs, en fait, c'est profondément, on doit investir beaucoup plus dans l'électricité. C'est ça la décarbonation. Donc c'est plus, c'est pas cherchant de partager la misère, s'il en faut plus. Donc il faut inciter à l'investissement et les acteurs qui sont, je trouve, dans la fourniture doivent avoir des obligations quelque part d'être capables de produire, donc d'investir eux-mêmes ou par des contrats long terme. Les deux sont tout à fait respectables. Et je crois qu'à ce moment-là, on réconciliera la stabilité que cherche le consommateur et l'incitation à l'investissement qui est ce que tout le monde doit faire. Donc voilà, donc à mon avis, il y a une réconciliation possible des points de vue de ce point de vue-là. Voilà, donc il n'y a plus qu'à écrire le cadre qui correspond à ça. Ce n'est pas tout à fait une promenade dans le parc, mais je pense qu'il y a un concept qui je crois, nous permet d'imaginer quelque chose qui fonctionne et qui fonctionne dans l'intérêt collectif de long terme. Catherine McGregor. Un petit sens de l'urgence pour 2025, parce qu'on manque quand même clairement de visibilité. Alors nous, on est prêt à commencer à faire des offres 2026. Mais attendez, je pense qu'il faut juste tourner la page collectivement de l'AREN, d'arrêter de sortir sur cette espèce de débat théologique et se regarder tout de suite maintenant comment on fait, et passer effectivement à la page qui sera nouvelle, qu'on peut écrire différemment dans l'intérêt des acteurs.
Voilà, plutôt que de chercher en permanence à s'accrocher à un truc dont on voit bien qu'il faut le faire évoluer. De façon plus générale, Donc je pense que si on peut être utile aujourd'hui, c'est ça qu'il faut dire à tout le monde. Regardons devant, et on en a besoin effectivement, parce que pour investir, il faut arrêter, on ne va pas attendre 2025 au dernier moment. Il y a un peu une urgence là quand même. Hein, on a parlé de. Donc on est prêt. Vous êtes bon. Et c'est ça le message. On est prêt. Message entendu. Voilà. Merci Luc Rémond. Alors on a parlé d'investissements majeurs dans les capacités pour aider l'industrie à se décarboner. Et il y a aussi tous les investissements dans la recherche et développement, des solutions peut-être en rupture, certaines qui existent déjà, mais qu'il faut aller creuser, industrialiser. Du côté d'Engie, quelles seraient ces solutions? On a beaucoup parlé d'hydrogène décarboné. Est-ce qu'il y a on a vraiment des sujets de technologie, mais qui sont surtout liés en fait à des défis d'industrialisation et de passage à l'échelle, parce que en fait les technologies existent, mais elles marchent à une échelle relativement petite, et on voit bien que dès lors qu'on essaye de passer à l'échelle, on a plein de difficultés, d'enjeux, de défis. Donc on voit ça nous aujourd'hui beaucoup sur l'hydrogène vert, et je pense que je parle pas que au nom d'Engie, on a tous des ambitions de développement dans les hydrogènes verts. On voit bien que les projets, c'est vrai qu'il y a des sujets régulatoires, mais on en a suffisamment parlé. Il y a aussi quand même des sujets d'industrialisation. La fiabilité des électrolyseurs, par exemple, est un sujet. Et donc, on a pas mal de travail autour de la technologie, du passage à l'échelle. C'est important. Nous, on va faire un projet, si tout va bien, au Havre pour produire du biométhane de 2G afin de contribuer à notre partenariat avec CMA-CGM. Là, et c'est assez extraordinaire parce qu'on a une usine aujourd'hui à l'échelle relativement petite, près de Lyon, de ce processus de pyrogazéification, donc pour produire du biométhane 2G. Et puis, cette usine, elle est déjà assez grande, mais en fait, elle est très petite par rapport à ce qu'il faut qu'on construise pour pouvoir avoir ce projet à l'échelle industrielle pour CMA-CGM. Et donc, ça pose des défis, honnêtement, de passage à l'échelle assez spectaculaires, très enthousiasmants, et j'espère aussi extrêmement attractifs pour les talents qui doivent venir nous rejoindre pour répondre à tous ces défis. Alors je pense à l'instant, on parlait d'innovation technologique. Est-ce qu'il n'y a pas, vous avez parlé d'acceptabilité, de frein sur, je pense à l'éolien terrestre notamment, est-ce qu'il n'y a pas de l'innovation aussi pour résoudre ce facteur d'acceptabilité, faire en sorte que la population dans la gouvernance des projets, je ne sais pas, est-ce qu'il n'y a pas des choses à inventer là-dessus aussi? Alors honnêtement, innovation dans nos approches, donc il ne faut pas travailler sur l'acceptabilité, faire la pédagogie, ça ne marche plus. En fait, il faut passer à l'appropriation. En fait, le développement des énergies renouvelables ne marche que quand les citoyens, les maires, les élus s'approprient ces projets. Quand ils voient leur éolienne, ils disent « ça, c'est mon énergie ». Donc c'est un partage de la valeur, ça passe par quoi? Oui, alors ça peut passer par un partage de la valeur, ça passe souvent par un partage de la valeur, mais c'est aussi beaucoup, pour utiliser des mots un peu à la mode, la co-construction. C'est-à-dire travailler avec les élus. Où est-ce qu'on va les mettre, ces éoliennes? Quand on ne fait pas ça, le projet est très mal emmanché. Les impacts sur la biodiversité, donc la nature, biodiversité, il y a des espèces qui sont en danger chez vous. Nous, on va s'assurer que le projet, non seulement va protéger ces espèces, mais peut-être même les faire se développer de nouveau, parce qu'il y a quand même des choses qu'on peut faire en termes de biodiversité. Donc il y a plein de petits leviers. La difficulté, bien sûr, pour les grands industriels que nous sommes, c'est nous, on est souvent assez centralisés, on regarde souvent les choses de manière industrielle, donc il faut pouvoir associer cette approche industrielle avec cette approche beaucoup plus micro. Moi, j'utilise le terme nano. Il faut être vraiment très près du local, et ça demande donc un équilibre dans les approches qui est franchement très intéressant, et il faut le faire. Et je rajouterais qu'aujourd'hui, être contre l'éolien terrestre, moi, me paraît une position qui est juste irresponsable, parce qu'on va avoir besoin de tous les mégawatts décarbonés qu'on peut développer, y compris l'éolien terrestre, ça a été rappelé tout à l'heure. Et donc aujourd'hui, prendre des positions presque politiques de dire non à l'éolien terrestre, je pense que ce n'est pas responsable. Voilà, on peut faire de l'éolien terrestre, mais il faut le faire bien sûr de manière très concertée avec cette méthode qu'on a chez Engie, d'ailleurs labellisée avec Bureau Veritas. Voilà, c'était une petite parenthèse. Côté EDF, quelles sont les innovations dont vous allez avoir besoin demain ? Alors d'abord, je voudrais dire que quand on vient comme moi d'une entreprise de technologie et qu'on rentre chez EDF, on découvre une immense capacité technique, immense, dans des domaines aussi variés que les réseaux, le nucléaire, l'éolien, le solaire, les nouvelles technologies applicables à peu près à tous les usages de l'énergie. Donc c'est un bonheur pour moi que de plonger avec les équipes dans chacune de ces technologies et de voir
là où nous pouvons les pousser au bénéfice des clients. Évidemment, nous avons un gros bloc nucléaire et l'innovation, la technologie dont nous avons besoin pour le nucléaire aujourd'hui, c'est fondamentalement d'être capable de construire à l'échelle industrielle à nouveau. Donc pas forcément un changement de procédé nucléaire, le procédé nucléaire lui-même est stable, mais l'enjeu que nous avons, c'est d'être capable de construire à la même échelle industrielle que ce que nous avons pu faire il y a 30 ans, mais simplement des objets qui ont monté en niveau de sûreté, qui ont monté en caractéristiques et un niveau de puissance qui permet de servir les besoins de notre pays et des pays dans lesquels nous opérons pour le très long terme. Ça, c'est un défi technologique en soi, la capacité de définir des réacteurs de façon numérique de bout en bout. C'est une révolution technologique, nous y sommes. La capacité de construire en suivant les chantiers de façon numérique de bout en bout, c'est indispensable aujourd'hui pour assurer que le chantier d'Hinkley Point aujourd'hui, qui est le plus grand chantier d'Europe, puisse accueillir 12 000 personnes tous les jours pendant des années pour pouvoir être le plus efficace possible collectivement. C'est un défi technologique. Donc voilà les défis technologiques du jour que nous avons. Bien sûr, nous travaillons aussi sur les réacteurs du futur, avec à la fois le développement de nouveaux types de réacteurs, voilà, toujours sur un procédé à eau pressurisée, mais avec cette fois-ci une philosophie d'emploi qui est différente, qui correspond à des besoins de pays ou des besoins de régions différentes, adaptée par exemple à la conversion de centrales au charbon en centrales nucléaires. Donc sur des sites industriels, sur des sites qui existent, ou sur des sites industriels qui auraient besoin d'usages multiples, c'est-à-dire, comme on parlait tout à l'heure de décarbonation de process, quand vous avez à la fois de la vapeur et de l'électricité, vous pouvez tout à fait utiliser un réacteur de plus petite taille pour un usage multiple. Donc voilà les types de développement que nous avons. Je voudrais juste dire un autre mot sur la technologie des réseaux, parce que tout ce que décrivait très bien Catherine, qui est vraiment l'appropriation de l'énergie, ça change fondamentalement l'équilibre de la relation électrique, ça change la technologie électrique jusque dans son intimité, dans la relation entre les producteurs, les réseaux, qu'ils soient de transmission ou de distribution, et puis les consommateurs. Ça nous amène vers de l'échange instantané, pas simplement une commodité qui coule au fil de l'eau et dont on ferme le robinet, mais quelque chose qui est dans les deux sens. Et ça nous amène à des besoins d'automatisation qui n'ont rien à voir avec ce que nous avons connu dans le passé. Ça, c'est aussi un domaine dans lequel nous investissons beaucoup et nous devons continuer de le faire parce que sans cela, la promesse sera difficile à réaliser parce que notre réseau ne suivra pas. Voilà pour donner quelques exemples. Merci. Alors, on n'a pas encore parlé d'un point, Patrick Pouyanné. Tout ne pourra pas être décarboné dans l'industrie. Il va falloir s'intéresser aussi à la séquestration du carbone. Et là aussi, je crois qu'il y a beaucoup d'innovations en cours intéressantes. C'est pas très innovant de se mettre du carbone dans un puits. C'est simple en fait. Pourquoi on se pose tant de questions? Oui. Non, mais bien sûr. Enfin, ce qui est compliqué, c'est la capture du carbone. C'est la capture. Là. Ça, c'est de la technologie complexe. Parce qu'il y a un problème de densité du flux. Donc on sait capturer pas trop mal des flux concentrés en CO2, des flux diffus, et il y en a beaucoup, ça coûte cher, la carbone. Après, il faut mettre dans des tuyaux ou dans des bateaux, honnêtement, c'est pas de la rocket science. Puis aller faire des puits, alors en général on les fait pour sortir, mais remettre du CO2 dans un réservoir, tout ça c'est maîtrisable. À la fin, ce qui coûte, le sujet, c'est le coût de la chaîne. Et pour rendre, donc la vraie innovation, et pour rendre le coût de la chaîne, il n'y a qu'un seul moyen, c'est des effets d'échelle. Parce que ce qui coûte cher dans cette chaîne, c'est la capture individuelle chez chacun des industriels qui vont choisir leur technologie. Et après, c'est notamment cette partie infrastructure, soit de tuyaux, soit de méthaniers, entre guillemets, de CO2, qui va coûter cher. Donc il faut de la taille. Il faut trouver des stockages de grande taille. Donc la seule façon de baisser la partie, je dirais, aval, sur laquelle nous investissons, puisque aujourd'hui on est dans le projet norvégien Northern Lights, donc et on y investit. Donc on est en train de parler de la phase 2. Je vois très bien les coûts auxquels on fait face, mais on les baisse par la taille, c'est-à-dire que l'effet de taille. Après, la technologie elle-même, c'est des sujets totalement maîtrisés par l'industrie pétrolière et gazière depuis longtemps. C'est la capture qui est un sujet d'innovation. Il faut continuer à travailler, et il y a des entreprises comme Air Liquide et d'autres qui ont des innovations qu'on met en œuvre. Donc nous, on a par exemple un projet en Normandie, on veut faire de la capture par le cryocap, on va mettre d'ailleurs du cryocap Air Liquide à Grand Puy, on veut capturer, puis après, une fois qu'on l'a, il faut... C'est là pour ça qu'on essaye, pour avoir l'effet d'échelle, de faire ça, pas que chez nous, mais avec les autres industriels de la vallée de Normandie, d'Exxon, de Yara, etc., pour avoir un flux suffisant, pour après
liquéfier, mettre dans un méthanier et je dirais amener en Norvège ou aux Pays-Bas, parce qu'on a d'autres projets de stockage. Mais c'est profondément plus un sujet de nature économique pour tout ce qui concerne l'aval, la séquestration, qu'un sujet technologique. Il n'y a pas grand-chose à espérer. Mais bon, c'est bien votre dernier thème, parce que je pense qu'il y a une erreur qui est faite aujourd'hui, c'est de croire qu'on a tout trouvé et qu'on va faire la transition avec tout ce qu'on a. Ça, je n'arrête pas d'entendre ça, et ça, quelque part, c'est un sujet qui me met un peu en colère, parce qu'en fait, c'est pas vrai. Quand on regarde d'ailleurs le monde de l'énergie, moi je suis depuis 25 ans, entre ce qu'on fait aujourd'hui, dans le solaire, dans l'éolien, dans tous ces sujets-là, et ce qu'on faisait il y a 25 ans, mais on n'en parlait pas de tout ça. Et pourquoi? Parce que l'énergie est un bien fondamental, qu'on y investit des milliards et des cerveaux partout, dans toutes nos entreprises, et on fait des pas de géants. On a annoncé la semaine dernière, il n'est pas en France, il n'est pas en Europe, vous chercherez pourquoi, États-Unis, un projet pour aller faire du gaz de synthèse, en fait du méthane de synthèse. C'est un projet totalement majeur, à mes yeux, qui sera un concurrent potentiel de l'hydrogène ou de l'ammoniac, qui a l'avantage, si on produit un gaz de synthèse à partir en fait de CO2 biogénique et d'énergie renouvelable, et bien après on peut réutiliser toutes les chaînes de liquéfaction de gaz naturel, de méthanier qui existent, et pour le client final, on ne lui change rien. On lui apporte un gaz, on ne lui demande pas de passer à l'ammoniac ou à l'hydrogène. Ce n'est pas tout à fait neutre hein, pour un client, un chimiste allemand ou un raffineur. Moi, je n'ai pas besoin d'ammoniac, hein, je peux vous dire, j'ai besoin d'hydrogène dans mes raffineries. Donc ça, c'est une innovation, donc on a décidé d'y investir, on va faire un projet, on le met aux États-Unis parce qu'il y a des avantages significatifs, parce qu'on a aussi des parcs d'énergie renouvelable majeurs qu'on peut valoriser, parce qu'on a les effets d'échelle. Mais encore une fois, je pense qu'il y a... Et ça, moi, ça, vous voyez, il y a 3 ans, on ne l'imaginait pas. Donc je pense qu'il faut vraiment se dire que cette transition énergétique, il faut accepter l'idée on doit investir, mais on doit aussi continuer à innover et ouvrir nos yeux sur des nouvelles solutions. Sinon, on va s'enfermer dans des roadmaps qui vont bloquer la technologie. Et je pense qu'on le voit dans le véhicule, dans la fameuse affaire des véhicules, je ne pense pas que ce soit les pouvoirs publics, leur rôle n'est pas d'enfermer les entreprises et l'industriel dans des choix technologiques. Ça, vraiment, j'insiste, leur rôle, c'est de fixer les objectifs. Nous devons décarboner les industries françaises de moins 50% d'ici 2030. Très bien. Regardons comment nous le faisons, mais ne décidons pas qu'il y a 30% qui doivent faire de l'hydrogène vert, 20% de l'hydrogène bleu, 50%... Non mais ça marche. Ça, c'est inefficace. On va faire des erreurs collectivement, économiquement. Et surtout, on va brider l'innovation, alors qu'il y a plein de choses nouvelles qui vont venir. Alors, c'est peut-être pas dans les 5 ans, mais 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc, cette transition... On ne la fera que si on croit profondément. Il faut continuer à investir dans les technologies et puis les mettre en œuvre et nous donner, pour le coup, les cadres qui permettent de lancer ces innovations, la pyrogazéification de Catherine ou les SMR de Luc ou moi, ma méthanation. C'est des sujets où on a besoin d'un cadre qui soutienne ces innovations. Après, on fera les choix industriels les plus efficaces, les plus rentables pour la collectivité. Merci beaucoup. Je vous propose de vous passer la parole à vous dans la salle. Si on peut mettre un peu de lumière sur vos visages, que l'on vous voit bien, mieux en tout cas, parce que là on vous distingue à peine. Enfin, ça veut dire que les lumières sont assez violentes vers chez nous. Et je vous propose de vous passer les micros si vous voulez poser une question. Une première main se lève. Merci beaucoup. Il ne manque plus que les micros, si quelqu'un... Voilà, alors Madame, dans le fond, il y a une main qui se lève au 3e rang. Donc au 3e rang, là devant. Et comme ça, les 2 micros sont en main. Quelle sera la première? Bonjour. Bon, madame, puis ensuite on vous passera la parole. Allez-y. Bonjour, je me présente, Élodie Ribardière-Lemay, du syndicat professionnel ELE. Je représente les entreprises locales d'énergie. Qui sont actives en France aux côtés des grands acteurs et qui ont comme actionnaires ces fameux maires, investisseurs, bâtisseurs qui étaient soulignés tout à l'heure par Madame la Ministre. J'ai compris dans vos échanges, messieurs Raymond et Pouyanné, que vous êtes bien en phase sur le sujet des PPA. Et je me suis dit, tiens, il doit y avoir déjà des discussions entre les grands groupes sur le sujet, mais ce serait bien normal. Vous avez fait aussi, monsieur Raymond, presque une offre de service. On est prêt, venez nous voir. Donc ma question, c'est pouvez-vous me donner les coordonnées, la personne à contacter pour les adhérents de LE qui souhaiteraient négocier des PPA avec EDF? Je ne voudrais pas que mes collègues me reprochent d'avoir pris l'opportunité commerciale en premier.
Mais là-dessus, on est concurrents. Voilà, donc vous pouvez vous adresser 3 numéros de téléphone. à nos 3 groupes et à d'autres fournisseurs, bien sûr, voilà, pour que on ne me reproche pas d'avoir saisi la balle au bon tout de suite. Mais bien sûr, nos équipes commerciales sont à votre disposition. Très bien. Et Merci. pendant la pause, vous pourrez retrouver toutes les personnes adéquates pour en discuter des 3 groupes, bien sûr. Si je peux donner un conseil, oui, un PPA, c'est bien. Non, mais vous avez 2 sujets pour avoir un meilleur prix possible. C'est la durée et le volume. Donc, je pense qu'il y a aussi une action de regroupement parfois qu'il faut inciter, de façon à ce que si ensemble on a plusieurs acteurs locaux qui viennent, c'est plus facile pour offrir, je le dis franchement, des prix qui seront plus attractifs et des services qui seront plus attractifs. Et c'est là que la rencontre avec votre organisation peut être intéressante, c'est aussi le regroupement d'acteurs pour faire masse face à des équipes commerciales chez nous qui sont... Alors nos adhérents se regroupent, ils ont plusieurs filiales de commercialisation qui sont assez actives sur le marché, donc c'est ces structures-là qui pourraient avoir vocation à venir vous voir dans cette logique de contrat long terme qu'ils aspirent en plus de leur production, parce que ce sont des adhérents qui investissent 1 terawatt de puissance installée investi par les entreprises locales de distribution adhérents de LE. C'est votre numéro à vous qu'on va vous demander en fait. Bah oui, je peux vous le donner. Non, mais on trouvera le moyen de se connecter. Merci. Merci beaucoup. Allez-y. Oui, bonjour, merci beaucoup pour ces échanges. Juliette Rénal, je suis journaliste à La Tribune. Justement, j'avais 2 questions. Je voulais rebondir déjà sur ces idées de regroupement. J'avais cru comprendre que justement chez EDF, vous étiez un petit peu frileux à l'idée que de nouveaux regroupements au consortium se forment, que l'expérience peut-être du consortium Excelsium vous avait laissé un petit peu frileux sur ces sujets. Donc je voulais avoir votre retour sur ça. Et la question du prix, on comprend bien que pour la réindustrialisation, il faut un prix le plus bas possible pour les industriels. Un prix le plus bas possible pour le nucléaire, ça va à l'encontre des intérêts d'EDF. Comment on résout cette équation ? Merci. Et quelles sont les avancées des négociations sur ce sujet ? Merci. Alors je pense qu'il y a regroupement, et en l'occurrence, ce à quoi faisait référence Patrick n'est pas exactement la même chose qu'Excelsium. Quand on parle de contrat de long terme, effectivement, il y a un avantage à pouvoir mettre ensemble, notamment quand on parle de petites collectivités ou bien de petites entreprises, plusieurs petites entreprises et plusieurs petites collectivités ensemble, par exemple à l'échelle régionale, pour avoir une masse qui est suffisante pour structurer un contrat de long terme. Et ça, effectivement, on voit déjà des collectivités ou bien des entreprises se grouper à l'échelle d'une ville, d'une communauté de communes, d'une région, pour pouvoir accéder à ça. Donc ce sont des regroupements qui ont un sens, parce que ce qui est important dans un regroupement, c'est que tous ceux qui y participent aient les mêmes objectifs, les mêmes modes de consommation, parce que c'est à partir de là qu'on est capable de faire une offre de contrat qui corresponde à ces modes de consommation. Quand on parle de regroupement de très gros acteurs, le problème fondamental auquel on est confronté, c'est que quand on rigidifie trop la demande sur des objectifs qui sont discordants, finalement, on est contraire à l'objectif de flexibilité qui peut aussi concourir à avoir le prix le plus compétitif. Et donc, quand on parle de grands industriels, notre expérience chez EDF, c'est que nous sommes capables de faire mieux en proposant quelque chose qui est plus adapté, en servant les industriels d'une taille significative, un par un, parce que on fait dans ce cas une proposition adaptée à leur profil de consommation, à leur problème potentiel de consommation plus à un moment qu'à un autre, au fait qu'ils ont plus ou moins de flexibilité sur leur process industriel. Ça, une fois que vous groupez tout le monde, vous perdez cette flexibilité et vous créez des tensions entre les clients de ces regroupements qui ont des objectifs discordants. Et donc c'est pour cela qu'à plus grande échelle, notre préconisation, après c'est les clients qui s'organisent, nous on répond aux clients par définition, à plus grande échelle, il nous semble que, en tout cas pour les industriels d'une certaine taille, c'est plutôt leur intérêt que de pouvoir trouver des réponses plus flexibles. Et je pense que la flexibilité, elle est non seulement leur intérêt, mais c'est aussi l'intérêt du système, l'intérêt collectif. Et donc d'avoir des contrats de long terme qui reflètent ces options de flexibilité est meilleur à la fois pour le système et pour les consommateurs. Donc d'où notre préférence de pouvoir adresser ces discussions, pas forcément en groupement, pour les très grands contrats. J'espère que j'ai répondu. Alors sur le prix,
Évidemment, quand on est client, on cherche le prix le plus bas possible. Quand on est producteur, ce n'est pas qu'on cherche le prix le plus haut possible, mais on a aussi quelques contraintes. Et les contraintes sont de nature à assurer la soutenabilité durable de l'offre. Donc, effectivement, si EDF se mettait à fournir gratuitement l'électricité à tout le monde, ça ferait sans doute des heureux, mais ça ne serait pas durable, puisqu'au bout d'un moment, il n'y aurait plus d'électricité du tout. Donc, voilà, tout le commerce dans le monde entier, c'est la rencontre d'une demande et d'une offre, et l'offre, elle doit refléter la soutenabilité de l'offre dans la durée. Et dans la soutenabilité de l'offre dans la durée, il y a les opérations, la maintenance et la continuité de l'exploitation, donc la nécessité de continuer de produire l'électricité à long terme. Donc c'est cela que le prix doit refléter in fine. Et voilà, je pense que globalement, en France, nous avons la chance d'avoir une électricité compétitive, structurellement compétitive, et plus nous serons capables de faire des contrats de long terme, plus cette compétitivité structurelle sera reflétée dans les prix dont bénéficient les différents types de consommateurs. Merci. Alors, il reste temps pour une question. Je vois une main qui se lève. Est-ce qu'il y a... il y a le micro qui est déjà en main. Donc, monsieur, et ensuite, vous ne distribuez pas les micros sans que je vous le dise. Et je vous passerai le micro. Donc, on a 2 dernières questions. On va essayer de faire assez vite. Allez-y. Oui, et après, on vous passera le micro. Je ne sais pas s'il fonctionne. Bonjour, Jérémy Haddad, EY. Je comprends qu'il y a un consensus global sur le fait qu'il y a une possibilité d'avoir un fonctionnement qui fonctionne, en tout cas d'électricité qui fonctionne pour les industriels via des contrats long terme associés à un marché européen fluide. Ma question, c'est quid des particuliers ? Comment est-ce qu'on peut assurer aussi aux particuliers dans la durée une forme de stabilité des prix avec un marché européen, sachant qu'aujourd'hui, même au niveau du TRV, on a des paramètres qui sont directement indexés sur les marchés et qui, sans bouclier tarifaire, auraient effectivement généré une volatilité très importante. Alors, de la même façon, même s'il est un peu tôt pour répondre en détail à votre question, nous y travaillons. La présidente de la CRE est ici. C'est évident à elle qu'il appartiendra, in fine, de déterminer les structures qui répondent notamment aux structures tarifaires. Mais fondamentalement, dans son principe, il n'y a pas de difficulté à remplacer une structure tarifaire qui aujourd'hui est fondée sur une décision administrative qui date d'il y a 10 ans et qui n'a jamais été révisée depuis, qui ne correspond à rien en termes de réalité économique, par quelque chose qui est beaucoup plus proche de la réalité économique, qui serait un palier de contrat, fondamentalement. Donc voilà, les solutions existent pour fournir aux clients particuliers qui sont au tarif les mêmes types de structures. Mais je pense que, la même sujet s'applique, c'est ce qui est exprimé. Si les gens qui fournissent les particuliers, dont nous faisons partie, à partir du moment où on a une partie de notre approvisionnement qui est sous forme de contrat à long terme et qui ne subit pas simplement le spot, eh bien, on doit être capable de refléter dans la structure de prix aux particuliers, et pas seulement à l'industriel qui contractualiserait avec nous du long terme. On va refléter dans la structure aux particuliers notre approvisionnement. D'où l'idée que je pense qu'une façon d'évoluer, c'est de demander aux fournisseurs de garantir une partie à fixer de leur approvisionnement eux-mêmes sur du long terme. Et à ce moment-là, les mécanismes de marché et la compétition fonctionnera. Parce que finalement, moi, ce que j'ai vu l'an dernier, c'est que les collègues d'EDF qui contrôlent mieux leurs coûts de production, eh ben, ils étaient capables de mieux amortir le choc, je dirais, de la volatilité du marché que moi qui n'avais qu'une partie de ma production et une partie que j'allais chercher sur le spot. Donc c'est pour ça que je pense profondément que Total Energy doit s'intégrer entre sa production et ses clients en termes de volume. Alors ça peut être fait par des investissements directs ou par des contrats long terme chez Luc ou chez d'autres producteurs. Mais je pense que c'est ça la même idée. Il ne faut pas chercher, parce que sinon on va tomber dans la régulation de prix qui coûte quelque part à la collectivité. Alors bon, ça c'est un choix politique. Mais ce n'est plus un problème, c'est un choix politique qui peut être fait. Ce n'est pas à nous qu'il appartient. Mais honnêtement, l'expérience de la régulation qu'on a connue l'an dernier des tarifs, c'est quand même une charge significative pour la collectivité. C'est peut-être pas dans le prix de l'électricité, mais à la fin, c'est dans les impôts ou dans la dette. Enfin, il y a quelque chose... On n'a pas encore trouvé la machine à créer de l'argent, quoi. Enfin, si, on l'a trouvé, mais il faudra l'assumer un jour, quoi. Alors, dernière question, monsieur. Oui, Maher Chebo, directeur général Europe, groupe Envision. Il y a actuellement un problème sur les PPA. En fait, c'est la disponibilité, la capacité. Une usine, une gigafactory de batterie, pour produire 10 gigawattheures annuels, vous avez besoin de presque 1,5 térawattheure. Et ça, il n'y a pas suffisamment de capacité. Donc, celui qui est en charge en fait, de l'achat s'arrache un peu les cheveux. Même en consultant une douzaine d'acteurs sur le marché, il n'y a pas suffisamment de ça. Donc, effectivement,
tout est lié. On ne sait pas qu'est-ce qui va remplacer l'ARENH. On fait des calculs aussi pour dire voilà, comment avoir une usine qui est low carbone ou zéro carbone. Il faut faire des projections sur 20, 25 ans ou 30 ans. Ce n'est pas évident. Donc, comment on fait en sorte pour travailler tous ensemble, pour avoir de la disponibilité et pour ne pas prendre de risques, puisque les garanties sont aussi un problème. Ben écoutez, il suffit d'en discuter. La seule limite à l'exercice que vous décrivez, c'est que vous ne pouvez pas bénéficier à la fois d'un dispositif qui est issu d'une régulation et de PPA. Parce que moi, je ne peux pas vendre 2 fois la même chose. Et si vous avez bénéficié d'un dispositif qui bénéficie de l'ARENH, par définition, vous ne pouvez pas avoir un PPA en même temps. Donc il y a un moment, il faut que vous choisissiez votre approche. Comme on parle d'un horizon de temps qui est post-ARENH, vous pouvez très bien discuter de PPA. Enfin, en tout cas, nous sommes prêts, mes collègues sont prêts pour discuter de PPA de long terme aujourd'hui. Et les volumes sont appelés à augmenter, bien sûr. Et le message qu'on a, je crois, tous passé à notre manière, hein, c'est effectivement un message de besoin d'investissement, de développement de nouvelles capacités, d'investissement massif pour pouvoir avoir ces discussions positives avec nos clients. Oui, on a des actifs à vous proposer pour pouvoir contractualiser un PPA et pour vous aider. Soyons clairs, ce qu'il faut arriver, j'espère que la loi va y contribuer, mais il faut qu'on débloque la capacité à investir dans des énergies renouvelables, dans des réseaux intelligents, comme tu l'as dit. Enfin, on est limité, honnêtement, je le dis, parce que forme de frustration pour nous-mêmes, parce qu'on s'est fixé des objectifs importants sur la France. On a des équipes très importantes qui se battent tous les jours, mais à la fin, le rythme auquel on arrive à développer les projets est quand même relativement lent, d'accord ? Voire pas très lent. Non, mais je le compare parce qu'on investit dans plusieurs pays au monde, donc on est capable de voir les efforts qu'on doit faire dans les divers pays. Encore une fois, moi j'ai accueilli avec intérêt la loi, on est en train de la lire et de la regarder de près pour voir où on peut trouver là-dedans des ressorts d'accélération. Mais ça ne va pas se passer, il va falloir en fait, profondément, comme l'a dit Catherine, à la fin, il faut que tous les acteurs ensemble aient envie de le faire, parce que ce n'est pas des entreprises toutes seules qui peuvent imposer le fait de vouloir investir. Ce n'est pas un problème d'argent qui nous limite, hein, soyons clairs. Hein. On a tout ce qu'il faut. C'est les projets, avoir l'acceptabilité et après avancer. Donc il y a ça aussi dans le paysage. Et comme l'a dit Luc, moi j'insiste aussi de plus en plus parce que je me rends compte qu'on commence à se heurter, pas encore en France mais dans des pays, à la capacité des réseaux à prendre toutes ces énergies. Et se commence à avoir un vrai inquiétude, y compris au niveau européen. Je pense qu'il va falloir qu'on fasse passer un message, qu'il va falloir un plan Marshall de réseau, pas seulement sur les interconnexions européennes. Parce que les interconnexions qui sont la compétence de l'Union, ce n'est pas les interconnexions le sujet. Oui, mais personne aujourd'hui... Enfin, après, c'est des plans nationaux et il va falloir faire des investissements dont je ne vois pas beaucoup d'acteurs encore réellement se positionner. C'est vraiment un point qui va devenir, dans des pays voisins, très rapidement un point limitant dans la capacité à décarboner notre électricité. Merci beaucoup. Merci à tous les trois pour ce grand débat. Merci pour vos questions et votre attention. Merci à vous.